Et aujourd'hui, je vais vous matraquer un peu de technique. Alors, je suis désolé, c'est juste avant manger, j'ai pas fait l'agenda. Mais on va essayer de rester assez light sur le code. Et surtout, il y a une petite surprise à la fin. Euh, donc voilà. Juste avant que je commence, petite question dans l'audience. Qui d'entre vous a un jeu Unity vous avez commencé sur Unity qui est maintenant sur Unreal, ou vous avez commencé votre carrière sur Unity et maintenant on travaille sur Unreal? Petit lever de main. Ok. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Mais moi, j'ai un super pouvoir, un peu nul. On va être très honnête. Mon super pouvoir, c'est que je peux regarder un jeu et dire très rapidement, ça c'est un jeu Unreal ou ça c'est un jeu Unity. Et c'est un peu dans cette quête originelle de d'où vient mon super pouvoir que je me suis posé cette question et que j'ai un peu utilisé ce point de départ pour ces slides. Et vraiment, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui fait qu'un jeu est un jeu Unity ou qu'est-ce qui fait qu'un jeu est Unreal? Et j'ai trouvé une réponse de quelqu'un sur un forum qui l'a. J'essayais de réfléchir un peu à ce que ça pouvait donner. Et il l'a très bien mentionné pour moi. Alors là, c'est la citation originale en anglais, je vous l'ai remis en français. Et on va la lire ensemble. Unreal Engine rend les jeux beaux sans effort, alors qu'avec Unity, c'est tout un processus pour rendre les jeux beaux. C'est ce qu'il dit après pour moi qui m'a vraiment frappé. C'est comme il est si facile de rendre des jeux assez jolis dans Unreal, je suppose que les petits studios et les développeurs indépendants ne touchent pas autant aux aspects visuels de leur jeu que par exemple un développeur Unity. Et par conséquent, un look très spécifique à Unreal dominera la plupart des visuels du jeu. Et pour moi, ça a vraiment résonné avec l'interprétation que j'en avais et le sentiment que j'en avais, que Unreal donnait un peu cette approche, vous avez un package complet qui fonctionne, à ma foi, relativement bien, et qui est très facile de mettre en place et de déployer directement en production avec certains partis pris. Mais alors là, vous allez m'arrêter, vous allez me dire, non, je comprends pas, on a des matériaux graphes dans Unreal, on peut faire ce qu'on veut. Oui. Après, moi, j'aime pas trop regarder ça. J'aime pas trop débugger ça, surtout parce que ça prend beaucoup de temps. C'est un peu dur de comprendre ce qui s'y passe, c'est un peu dur de suivre ce qui s'y passe. Et surtout, tout ça, ça pourrait un peu s'exprimer en 3 lignes de code, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des T-cartes dans la salle? Ouais. Tu vas sûrement me dire, ça c'est un custom node, quoi. Ça, je peux refaire en custom node, c'est simple. Alors, outre le fait qu'on n'a pas de coloration syntaxique, outre le fait qu'on tape dans cette petite fenêtre pas très pratique et qu'il faut rentrer les inputs, les outputs, le vrai problème en fait du custom node, à mon sens, c'est qu'on est limité à ce qu'on peut faire sur un pixel. C'est le material, on a notre pixel, on interagit autant qu'on veut, mais on reste bloqué dans notre pixel. Et fondamentalement, il y a plein d'effets qu'on ne va pas pouvoir faire. Il y a plein d'effets qui vont demander à ce qu'on ait de multiples passes qui suivent. Si par exemple, je vous parle de simulation de fluide, alors on peut faire de la simulation de fluide avec des flipbooks, quelque chose qu'on va pré-bake, des choses comme ça. Mais si on veut le faire correctement et de manière interactive avec l'environnement ou avec ce que va faire le joueur directement, il va falloir faire plusieurs passes de simulation, et on est un peu bloqué. Alors on est en 2025, je vous ai posé la question, si vous étiez passé sur Unreal, vous n'êtes pas les seuls. Il y a plein de studios, on les a vus dans les news, qui apparaissent à intervalles réguliers, de gros studios qui avaient leur propre moteur ou leur production sur Unity, qui décident du jour au lendemain de passer sur Unreal. Il faut les comprendre, les intérêts sont là, les outils sont ultra performants, ils ont fait un boulot fantastique au niveau UI, au niveau UX, pour avoir quelque chose qui marche bien. Les artistes adorent utiliser Unreal, on peut pas, voilà, on peut les comprendre. Mais du coup, quand on a défini l'identité de son studio, l'identité de sa franchise, l'identité de son jeu sur certaines caractéristiques visuelles, on est un peu bloqué. Alors, si vous êtes l'un de ces studios, je m'appelle Thomas, je suis senior rendering engineer, game engineer, tool engineer, un peu tout ce qui passe. Petit studio, je pense qu'on comprend tous ici ce que ça veut dire. Plein de casquettes dans tous les sens. Avant ça, j'étais Principal Graphics chez Huawei. J'ai travaillé chez Ubisoft et chez ARM, toujours en qualité de rendering engineer.
Et aujourd'hui, je travaille chez Something Mighty. On est une boîte à travers l'Europe. On fait des services de codev et de consulting pour des studios AA, AAA comme Lyria, Team 17, Avalanche, je pense que vous en connaissez certains. Et donc, du coup, on les accompagne dans résoudre un peu des problèmes tordus dans tous les sens. C'est ce qui nous amuse. On va savoir. Alors, là, je vous ai un peu introduit le talk. Je vous ai un peu dit on va pouvoir faire plein de choses cool. On n'aime pas tous les matériaux graphes qui ressemblent à rien. On va pouvoir faire des shaders multipass. Ça va être super cool. Et tout ça dans Unreal. On va un peu calmer les attentes dans le sens où vous allez avoir peu de place pour l'optimisation manuelle. Si vous dites le graphe qu'on a vu au début, on va pouvoir l'écraser, on va pouvoir l'optimiser, on va pouvoir faire plein de super choses et ça va tourner à 60 FPS sur Switch. C'est pas le cas. Il faut bien comprendre que les shaders, les matériaux graphes, c'est pas comme vos blueprints. Les nodes ne sont pas interprétés à la volée par votre carte graphique. Ils sont d'abord transpilés, puis recompilés dans le langage machine directement. Donc il y a certaines limites. Aussi une intégration forte avec les Material Instance qui va faire, si vous avez par exemple plein de paramètres et vous dites on va pouvoir réduire ça, bah ça aussi c'est pas forcément vrai, parce qu'il va y avoir de l'analyse statique qui va faire qu'on va pouvoir écraser tout ça. Mais pour moi, ce qui est le plus significatif aussi, et ce que je vais rappeler plusieurs points dans la présentation, c'est qu'il y a une barrière à l'entrée bien plus élevée. Alors si vous dites que vous pouvez optimiser le shader en HSL, a priori cette barrière n'est pas là, mais elle va plutôt se trouver du côté du coût exponentiel. Si vous pensez à avoir un shader ou un effet que vous voulez intégrer, sachez qu'on peut l'intégrer tout à fait avec les outils Unreal dans l'UI pour que ça ait la même expérience, mais ça va coûter très cher, ça va prendre beaucoup de temps, et c'est peut-être un temps qui est mieux adapté. Typiquement, moi je vous ai parlé de simulation de fluide. Voilà, j'ai un problème, je ne peux pas le faire autrement, et c'est un contrat que je passe avec les artistes on va avoir des outils un peu plus pétés, ça va être un peu différent, mais ça nous ouvre une porte qu'on n'aurait pas autrement. Et du coup, ce qui est important aussi de dire, c'est que tout ce que je vais vous montrer ici, vous pouvez le faire sans toucher le moteur. Si vous étiez dit, il va falloir que je télécharge le moteur sur GitHub et je commence à toucher dedans, pour moi, il y a deux genres de personnes dans le monde. Ceux qui ont maintenu un fork d'un moteur et qui l'ont mis à jour, custom, et ceux qui ne l'ont pas fait. Ceux qui l'ont fait vont sûrement sourire et vont se dire que bah ouais, non, faut pas le faire. Donc le faites pas. Maintenez, faites des changements qui peuvent être faits sans toucher le moteur. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est d'utiliser des modules. On va commencer tout doucement. Les modules dans Unreal, vous en avez sûrement un, ça va être votre module runtime par défaut. Ces modules, c'est une excellente façon de vous assurer de la portabilité de votre code et de la modularité. Si vous avez, par exemple, je vous ai parlé, construire une IP, construire quelque chose que vous allez pouvoir utiliser sur différents projets, si vous avez un module, forcément, ça va être beaucoup plus simple. Mais aussi, on va écrire des shaders, on va avoir des choses comme ça. On ne peut pas le faire dans le module par défaut. Il va falloir un module qu'on va charger juste après que la configuration du moteur soit chargée et juste avant que tout commence à charger. Et pour ça, il nous faut absolument un module. Alors, je vous ai parlé d'une petite surprise à la fin. On va déjà en voir une partie. Ce que je vais vous montrer ici, c'est une démo que j'ai réalisée pour préparer la conférence. Alors, c'est les petits personnages, c'est les mascottes de Something Mighty. Et cette démo, elle est disponible sur GitHub entièrement avec tout le source code. Donc, je vais vous montrer du code à certains moments. C'est surtout didactique. C'est pas prenez pas de notes, ça sert à rien, parce que vous allez pouvoir retrouver tout ça. Le lien sera à la fin de la présentation. Donc du coup, dans cette démo, on a plusieurs effets que j'ai voulu intégrer. Le premier, ça sera un shader de contour qu'on voit autour des personnages. Alors, nos petites mascottes, elles sont en 2D, on les utilise sur nos sites web, sur nos documents print. Il y a vraiment cet effet de contour, il y a un peu cet effet flat, donc c'est quelque chose que j'ai voulu reprendre ici. Et l'autre effet, c'est si vous regardez le sol, c'est une génération procédurale de la géométrie. C'est animé par un shader custom. Et le tout dernier, c'est au niveau de l'écran, on a un effet de shader CRT qui est aussi intégré directement en code. Et on va revenir sur ces effets un par un. Mais avant ça, on va parler un peu de comment une frame est construite.
au niveau d'Unreal. Donc au début, le rendu commence par une passe de depth. Alors je vais faire ça de manière très simplifiée, très schématique, hein. Si vous connaissez exactement le pipeline, je vais un peu couper des étapes. Mais le pipeline commence par une phase de depth. Ça va permettre au moteur de savoir un peu l'occlusion, ce qui est derrière quoi, et ça va aussi permettre d'optimiser dans un premier temps, mais aussi d'utiliser l'information pour d'autres effets plus tard. Ensuite, on va avoir une passe qu'on va parler la passe de Gbuffers. Unreal étant un moteur en rendu différé par défaut, il va falloir collecter plein d'informations qui vont être utilisées après quand on va faire le rendu de l'image pour calculer la couleur du pixel de la lumière. Et pour ça, on va exporter par exemple la scene color, les normales, hein, qui sont en direction à laquelle les faces pointent, le MRO, Metallic, Roughness, Occlusion, oui, et la couleur. Alors on marquera, juste pour information, qu'il y a 2 fois la couleur. Notre scène utilise principalement du unlit, à part pour les caractères. Et comme du coup il n'y a pas de lumière, on peut les exporter directement vers le buffer. Donc c'est pour ça qu'on a un peu cette distinction. Je vous ai parlé donc de rendu différé, il va falloir résoudre la lumière. C'est donc la passe à laquelle on arrive maintenant. Alors si vous remarquez par rapport à la démo, aussi les couleurs sont un peu différentes, ce qui fait que pour le moment on est encore en train de travailler en HDR. J'ai pris le choix, alors on peut effectivement appliquer un gamma pour ramener ça ou résoudre ça aussi. Le moteur encore travaille en HDR, donc j'ai bien fait la distinction ici. On va ensuite appliquer nos post-effects, on va appliquer notre anti-aliasing, et enfin voilà, on va pouvoir appliquer notre tone mapping et redescendre tout ça dans quelque chose qu'on va pouvoir afficher à l'écran. Et pour commencer, on va s'intéresser un peu à notre effet de post-process, qui était notre effet de contour. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans Unreal, il y a un élément fondamental qui est la scène et la view. La view étant la caméra qui regarde cette scène. Et si on veut étendre, rajouter quelque chose dans notre pipeline, assez logiquement, il faut se tourner vers le Scene View Extension, une extension donc, du coup, de la représentation de notre scène dans cette view. Et ça, c'est une interface très pratique parce qu'elle va nous permettre d'injecter directement dans un pipeline des passes là où on veut. Donc là, j'ai fait un peu une représentation schématique du pipeline que je vous ai présenté avant. Et on va avoir plusieurs points d'entrée. Le premier qui va être, par exemple, pré-render base pass, qui va nous permettre de nous intégrer juste avant le Gbuffer. Si on souhaite, par exemple, modifier un peu le depth ou faire quelque chose comme ça, ou insérer des passes qui vont être nécessaires pour calculer notre couleur. On va pouvoir aussi s'intégrer avec le pré-post process pass et le post-render view, respectivement avant et après le post-process. Ou après, on a même plus de granularité avec des callbacks pour pouvoir s'intégrer exactement là où on veut, par exemple, après le motion blur, avant le tone mapping, avant l'anti-aliasing. Mais quand je vous disais que c'est un élément fondamental, les views, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que tout dans le moteur est une view. Ici, on a la view principale, mais le PIP en bas aussi, c'est une view. Mais aussi, plus important, tous nos petits aperçus, c'est des views. Et c'est là où on va commencer à avoir un souci. Parce que si vous appliquez votre post-processing, par exemple, qui fait du noir et blanc, on ne veut pas que tout notre éditeur devienne noir et blanc. Ça n'aide pas vraiment. Donc du coup, si on regarde un peu de plus près l'une de ces fonctions, qui était le pré-post-process pass, qui est d'ailleurs celle que j'ai utilisée pour le contour, elle va venir avec un scene view. Et scene view, si on regarde un peu plus près, alors je vous ai mis les extraits de la documentation, je ne sais pas si c'est très lisible, non, absolument pas. Bon. Ces scene view, contenir plein d'informations intéressantes sur lesquelles on va pouvoir commencer à filtrer afin de choisir où est-ce qu'on veut que notre post-process s'applique. Typiquement, on veut par exemple que ça soit une game view, pour vraiment restreindre à notre affichage principal, ou est-ce qu'on veut l'appliquer sur une scene capture ou non. Alors, comme je vous ai dit, on a quelques moments du code, c'est surtout pour l'utiliser comme support, pas forcément pour prise de notes. Mais maintenant qu'on a un moyen de s'intégrer dans le pipeline, on a un moyen d'injecter une passe, on sait comment le filtrer pour ne pas l'avoir partout sur notre écran, il va falloir utiliser un shader pour pouvoir faire ce rendu. Alors les shaders dans Unreal sont écrits en HLSL. Si vous avez fait du GLSL sur Unity, c'est extrêmement proche, hein, il y a quelques variations, on verra ça plus tard. Mais ce shader, pour qu'il soit intéressant, il va falloir qu'on lui passe des paramètres. Alors, ici, notre définition, on a un peu de méta, un peu de boilerplate au début, mais on va surtout regarder nos paramètres.
Les paramètres, on a les paramètres classiques qui nous permettent de passer des scalaires, des vecteurs. Mais après, on a des paramètres plus intéressants comme le RDJ Texture UAV qui va nous permettre de passer des textures en lecture-écriture. Si vous êtes familier avec DirectX, UAV, Unordered Access View, c'est exactement la même terminologie. Et on va retrouver les SRV, par exemple, qui sont des textures en lecture seule. Bien sûr, si on parle texture, il faut aussi parler sampler pour pouvoir interagir avec. Donc vous voyez, on a un peu tous ces éléments-là qu'on va retrouver qui va permettre de définir exactement comment notre shader fonctionne et comment interagir avec. Alors maintenant, notre shader, on a défini ses paramètres, on a défini comment il allait fonctionner. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que Unreal, quand vous travaillez dans votre éditeur, quand vous le shippez sur disque, ou quand par exemple vous le shipper en download, eh bien, il doit fonctionner toujours avec les mêmes assets. Et pour ça, ils ont fait le choix d'utiliser chemin virtuel. Donc vous ne pouvez pas simplement mettre le pass de votre shader sur disque, il va falloir utiliser ces redéfinitions de chemin virtuel que vous définissez dans le module, au démarrage du coup de votre plugin. Alors, on a notre shader, on a notre view, on a tout. On va commencer à regarder maintenant comment on va pouvoir faire ce rendu. On filtre les vues en premier, tout d'abord. On va ensuite charger notre shader, définir nos paramètres, configurer un dispatch. Alors ici, j'ai fait le choix d'utiliser un compute shader, plus par raison didactique que par vraiment raison de praticité. Et enfin, on va faire notre dispatch. Et avec ça, comme vous voyez, c'est extrêmement simple d'avoir un shader custom qui va tourner dans un pipeline de vue pour avoir notre effet de contour. Alors avant de passer à la partie suivante, on va voir comment un peu créer un nouveau pipeline. Quelques petites astuces. La première, ça va être comment recharger un shader, comme on va avoir besoin d'itérer rapidement. CTRL, SHIFT, point. Ça va recharger tous les shaders, ça va faire un diff, voir ceux qui ont changé et les recharger. Mais le problème, c'est que moi, je fais des erreurs dans mes shaders, je l'admets. Donc du coup, des fois, ça crache quand je fais ça. Et le moyen d'éviter ça, c'est, on a donc du coup dans les variables console du moteur lui-même, ça c'est bien important, dans le moteur, on va pouvoir activer un flag qui va nous permettre de retenter la compilation. Ça va faire une petite fenêtre qui va dire, attention, une erreur à cette ligne, corrigez-la et vous pouvez relancer et voir si ça passe. Une autre chose, je vous avais parlé que les shaders étaient tout d'abord transpilés vers un langage intermédiaire qui va ensuite être compilé. C'est parfois intéressant de voir exactement ce qui s'y passe dans son shader, voir pourquoi certaines permutations ont été activées ou lesquelles ont été activées. Le flag qu'on a ici va permettre de sortir tout ça directement sur disque et pouvoir regarder après directement le shader en HSL. Alors maintenant, on va passer au rendu de texture. Et donc, du coup, l'effet de CRT que je vous avais montré. Alors revenons un peu à une représentation schématique d'un pipeline. Ici, ce pipeline, donc on a une passe de depth, on a une passe d'opaque, on a une passe de post-effect, ensuite on rajoute notre interface sur l'écran. Et ce pipeline, il est bien, mais moi j'aimerais un peu le personnaliser, le rendre un peu plus cool en rajoutant des ombres. Du coup, notre passe opaque a besoin de l'information des ombres, on va la rajouter là. Mais j'aimerais aussi aller un peu plus loin et rajouter du screen space ambient occlusion. Et ce qui est assez intéressant, c'est que jusqu'à assez récemment, ça commence à faire un moment, mais on avait une définition explicite de ces pipelines. On avait un gros fichier, 4000 lignes de code, où on rentrait les passes une par une, et comment elles s'articulaient les unes avec les autres. Le problème de ça, c'est que ce n'est pas très flexible. Et surtout dans un moteur où plein d'utilisateurs vont pouvoir ajouter des passes, activer des options graphiques, enlever des options graphiques, on perd assez vite en flexibilité. C'est pour ça qu'on peut utiliser ce pipeline un peu comme un graphe et du coup le définir de manière implicite en définissant que la passe d'ombre, elle est nécessaire pour la passe d'opaque et elle va utiliser rien, elle va juste produire des ombres qui seront utilisées. Ou la passe de SSAO, elle va être aussi utilisée par l'opaque, mais elle va avoir besoin du résultat de la passe de depth. Mais par contre, à partir du post-effect, on n'a plus besoin de tout ça, on peut le dropper. Et le gros avantage de ça, c'est en utilisant un graphe pour définir notre pipeline, on va pouvoir faire une gestion de la mémoire bien plus précise, en définissant quelles textures sont utilisées quand, quelle texture ou quelle section mémoire peut être réutilisée en aliasant avec une autre texture.
Mais aussi, par exemple, si on va plus loin maintenant avec les capacités de calcul asynchrone des cartes graphiques, qui va permettre d'avoir 2 jobs en parallèle, typiquement les shadows qui sont très demandants en rasterisation vont pouvoir être mises avec le SSAO qui est très demandant en calcul pur. Et cette approche, c'est une approche qu'on va se déployer un peu partout dans l'industrie avec, chez Activision avec le Task Graph Renderer, une présentation qui a été faite à React en 2023 que je vous encourage à regarder, ou du coup le RDG, qui est le Render Dependency Graph, qui est utilisé dans Unreal. Une autre présentation du coup que je vous incite aussi à regarder si vous voulez rentrer dans le sujet. Mais le RDG, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand je vous ai présenté les paramètres du shader, on avait déjà les RDG qui apparaissaient dans les acronymes. C'est parce que c'est la pierre angulaire du pipeline de Unreal. On va passer la démo. Mais cette pierre angulaire s'articule autour d'un builder. Et ce builder, c'est ce qui va permettre pour nous de définir ce graphe. Chacune des ressources qui vont rentrer dans ce graphe et comment on les passe, donc du coup, vont s'articuler. Mais le problème de ce graphe, c'est que forcément, c'est un élément graphique. Et un élément graphique, ça se fait sur le thread graphique. Et quand on est dans notre thread gameplay, comment on passe au thread graphique? On utilise cette macro qui s'appelle enqueueRenderCommand, qui va permettre d'obtenir une commande liste sur notre render thread, avec laquelle on va pouvoir agir à travers un lambda. Donc une petite fonction qui va être définie à l'intérieur de cette macro. Mais attention parce que du coup, cette lambda qu'on va définir, on va lui passer comme quoi elle va pouvoir avoir des arguments ou va capturer le scope d'une partie de notre classe qui va se trouver sur le GameThread. Le problème, c'est que cette fonction va être exécutée en même temps sur le renderThread. Bon, attention à ne pas toucher, on va garder un principe de lecture seule de l'objet du GameThread dans le renderThread. Mais dès qu'on a ça en place, on va pouvoir y aller. Alors, combien d'entre vous ici connaissent RetroArch ? Pas mal de monde, je m'y attendais un peu. Du coup, RetroArch, qui est une distribution d'émulateurs, pour faire simple, a une librairie impressionnante de shaders de CRT. Et quand j'avais commencé cette démo, pour moi, mon intention, c'était vraiment de montrer que si vous avez déjà quelque chose sur Unity ou quelque chose qui tourne sur un autre moteur, on peut le porter assez facilement sur Unreal. J'avais pas de production Unity sous la main, donc je me suis dit quel est le meilleur moyen de faire ça? Avec un petit personnage qui ressemble à un écran, on va utiliser un shader de CRT qui est open source et qu'on va pouvoir démontrer. Et surtout pour moi, ce shader était très intéressant, c'est parce que c'est pas un seul shader. Ça va être un ensemble de places qui vont faire de la linéarisation, qui vont faire un flou séparé en 2 parties, qui va faire une passe de thresholding, une passe de bloom, et enfin la passe pour faire générer les scanlines. Et alors, effectivement, on peut faire un résultat assez analogue sur Unreal en utilisant les material shaders, mais on ne va pas pouvoir passer autant dans le détail. Et si on veut quelque chose qui soit assez accurate, on va vite être bloqué. Et c'est pour ça que cette approche en multipass est nécessaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on injecte les shaders dans un pipeline ou comment dispatcher les shaders, parce que au final, c'est exactement ce qu'on a vu pour le post-process. Le post-process, ce qu'il nous donne, c'est un pipeline qui est existant, des ressources qui sont existantes, des hooks sur ces ressources, et en fait, on s'injecte dans un pipeline. Par contre, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment ce pipeline, on va pouvoir interagir avec, rajouter nos propres ressources. Et pour ça, on a plusieurs types de ressources. On a les ressources transitoires, qui sont des ressources aux durées de vie limitées au graphe. Typiquement, ça va être, si on prend un blur, ça va être la texture qui va rentrer dans le blur et qui va être passée entre les deux et qui va en sortir. On n'en a pas besoin à l'extérieur, ce n'est pas une ressource qui vient de l'intérieur, c'est une ressource transitoire. Et pour ça, je vous encourage vraiment à être très explicite. On pourrait se dire, on peut être un peu malin et essayer de réutiliser texture à l'intérieur de notre graphe. Laissez le graphe faire. Donnez-lui le maximum d'informations pour qu'après, il puisse construire le graphe optimal de votre rendu. Et aussi réutiliser par la même occasion la mémoire le plus efficacement possible. On a des ressources externes dont la durée de vie est gérée hors du graphe. Dans ce cas-là, le petit écran, il avait une vue de la scène et il ressort le résultat. Ça va être 2 ressources externes que nous, on va gérer et qu'on va dire au graphe, elles se trouvent à cet endroit-là, voici les descripteurs, voici comment les utiliser.
je gère sa durée de vie. Donc elles seront présentes et elles seront prêtes au moment où on en a besoin. Ah oui, alors ça c'était encore une fois illisible. Mais l'idée ici, c'est au début, quand je vous avais présenté le compute shader, j'utilisais un petit utilitaire pour dispatch. Sachez qu'il existe exactement les mêmes pour les pixel shaders. C'est très pratique, hein, vous vous amusez pas à refaire un shader qui va faire un full screen quad ou un full screen triangle, ça sert à rien, ça existe déjà, et vous n'aurez pas à gérer les vertex. Donc des petits utilitaires quand vous regardez les slides qui existent. Une autre chose, c'est vraiment l'optique de ça, c'était voir à quelle vitesse je peux prendre un shader existant en GLSL et le porter en HSL. Il y a des petites différences syntaxiques entre les deux, assez minimes. Typiquement, moi j'ai eu besoin de juste mettre ça. Et grossièrement, ça faisait tout ce que j'avais besoin. Et juste pour information, c'est des genres de tricks qui sont utilisés en production AAA, donc utilisez-les. Hein. Alors, je sais, j'ai mis dans la description du talk qu'on allait parler aussi de debugging. Je me suis rendu compte que 45 minutes pour parler de tout ça, c'est un peu court. Si vous pensez que c'est un bon sujet pour un autre talk, voilà. C'est peut-être un bon sujet pour un autre talk. Mais pour débugger facilement RDG, s'intègre très bien avec les outils. Pensez bien à nommer vos ressources, et c'est une autre raison pourquoi les ressources transitoires, si vous leur donnez un nom assez descriptif et que vous n'amusez pas à les réutiliser, ça va rendre votre vie bien plus simple, parce que dans RenderDoc, ça va apparaître avec les bons noms. Vous pouvez aussi utiliser Scope pour définir après exactement savoir ce qui se passe à quel endroit. Et juste une note sur RenderDoc, c'est intégré directement dans Unreal. Le plugin est là par défaut, vous pouvez l'activer pour que ça démarre. Et ensuite, vous avez juste un petit bouton dans l'angle droit du viewport. Quand vous cliquez dessus, ça lance une capture et ça lance ce RenderDoc, très pratique. Utilisez-le. Et avec ça, on va entamer le dernier point de la présentation, qui va être le rendu de géométrie. Alors, le rendu de géométrie, c'était, si vous vous souvenez, au sol, on avait un peu cette surface qui ondulait. Et je voulais voir, est-ce que je peux, sans toucher directement au moteur, m'intégrer et générer cette géométrie? Alors, oui. Et c'est assez simple. Je pense qu'on sait tous que c'est un acteur, on en a tous dans nos scènes. Et si je vous dis primitive component, peut-être que là, déjà, on n'est plus trop sûr. Est-ce qu'on a des primitive components sur nos acteurs, dans nos scènes? Bah, fortiori, oui, parce que si vous avez un static mesh, si vous avez un skeletal mesh ou n'importe quoi, la base de ces classes-là, si vous remontez l'OOP, bah, vous allez obligatoirement tomber sur un primitive component. Le primitive component, c'est ce qui va faire la représentation de votre acteur dans le monde. Et ce primitive component, il va travailler avec un scene proxy. La scene proxy, c'est la représentation du composant dans la scène. C'est celui qui va contenir toutes les ressources RHI, donc toutes les ressources hardware, et qui va faire le lien entre le thread de jeu et le thread de rendu. C'est ce qu'on va, on va charger tous nos petits éléments et on va passer ça au thread de rendu à travers un scene proxy. Donc la première étape, c'est de définir ce scene proxy. Je vais rester assez high level sur toute cette partie-là. Il y a beaucoup de code, beaucoup de boilerplate. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder la démo. J'ai essayé de rendre ça le plus simple possible. Donc on va ajouter notre scene proxy à notre petit graphe. Et ce scene proxy, il va falloir qu'il soit capable de se définir à quoi il ressemble, à quoi, comment est sa géométrie. Et pour ça, on a deux options. On peut avoir une géométrie statique qui va être générée à la construction. Hein, c'est le plus optimal. Cette géométrie-là, on va la définir au début. Dès que notre scene proxy est créé, on va charger toutes nos vertex. Et après, on les oublie, on les touche plus. C'est optimal, mais des fois, ce n'est pas forcément ce qu'on veut, parce qu'on veut uploader de nouvelles vertex, de nouvelles informations. Et pour ça, on a le rendu dynamique. Donc du coup, à chaque image, avec le getDynamicMeshElements. Et ces deux fonctions, en fait, se basent sur un élément de base qui est un meshBatch. Et ce meshBatch, c'est la représentation d'un modèle pour le rendu. Et ce meshBatch est composé d'un vertex buffer, d'un index buffer et d'un material. C'est vraiment tous les petits éléments. Et si on reprend par exemple notre fonction précédente dans le scene proxy, on va définir plein de petits meshBatch. Et tous ces petits meshBatch contiennent des meshBatch elements. C'est un peu un tongue twister, mais ici je vous ai représenté une fonction drawStaticElement. Alors on a la vertex factory, on garde ça dans un coin, on y revient dans un instant.
On a notre matériau qu'on va utiliser. On le récupère, par exemple, dans ce cas-là, d'un matériau graphe classique. Et ensuite, on va définir notre mesh, c'est un triangle list, par exemple. On est sur le load 0. On veut ou pas du backface culling. Et ensuite, on va lui définir un élément. Et cet élément va contenir un uniform buffer pour passer des informations, va contenir un certain nombre de triangles, à partir d'où on va commencer à lire dans le vertex buffer, le nombre de vertex, toutes les informations dont on a l'habitude d'utiliser quand on travaille avec Vulkan ou d'autres API. Et donc du coup, on va pouvoir revenir à notre petit doodle et rajouter notre mesh batch qui utilise des mesh batch elements, et le tout qui utilise un material proxy pour faire le rendu. Et à ce moment-là, je vous ai aussi parlé dans la slide précédente du Vertex Factory. Pardon, j'ai eu un blanc. Et cette Vertex Factory, si en fait on prend le mesh batch, on lui a défini des vertex, on lui a défini plein d'informations, mais on n'a pas vraiment défini comment les interpréter. Je suppose que vous doutez que une vertex, ce n'est pas forcément qu'une position, une V et des normales. On va peut-être pouvoir passer de la vertex color. On va peut-être vouloir passer, par exemple, dans le cas que j'ai utilisé ici, je voulais dire, cette vertex, elle est sur le périmètre qui va bouger ou elle est dans la partie qui va être statique. On va pouvoir rajouter plein d'informations. Donc il va falloir dire à Unreal, voilà comment se présente cette donnée, voilà comment l'interpréter. Donc ça, c'est le rôle de la Vertex Factory qui va définir le format des données, ainsi que comment interpréter le sommet. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette Vertex Factory, c'est seulement une référence, un élément dans un shader qui va être injecté dans d'autres shaders. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Non, je vais le dire dans un instant. Avant, on va regarder la timeline de notre Vertex Factory. On va définir nos flux de données, comme je vous disais, les différents éléments qu'on va trouver dedans. On va définir des options pour ce shader, sur qu'est-ce que cette Vertex Factory va supporter. Ici, j'ai dit que ça pourrait être utilisé avec des matériaux. Donc il va falloir qu'on exporte un certain nombre d'éléments pour Unreal pour ensuite travailler avec les material graph. Ou c'est une Vertex Factory qui va être utilisée, par exemple, pour les position only. Tout ce qui va être un rendu, par exemple, depth, ou des éléments où un matériau ne va pas être appelé. Alors du coup, qu'est-ce que je voulais dire en disant que notre Vertex Factory est injecté? À droite et à gauche, j'ai mes deux options, Use with Material et Support Position Only. Ces deux shaders, en fait, se présentent, donc du coup, Vertex, Pixel, on a l'habitude. Au début de notre Vertex, on va avoir un boilerplate qui est fourni par Unreal. Si vous activez Use with Material, ça va être le point d'entrée de votre shader qui est défini, on n'a pas la main dessus, et les différents points de sortie qui vont être attendus pour passer l'information au pixel. On est en train de travailler avec une Vertex Factory, donc on n'est pas intéressé par le pixel shader, seulement par le vertex. Donc du coup, ça aussi, on n'a pas la main dessus. Et du coup, notre Vertex Factory au milieu, c'est un petit élément qu'on va prendre et qu'on va venir, que le moteur va prendre et va venir injecter dans ces différents shaders que lui, il a de près, afin d'interpréter nos vertex. Et du coup, on peut mettre notre Vertex Factory sur notre graphe et on a notre représentation complète du pipeline de rendu de vertex. Alors, petite astuce, quand on travaille avec les Vertex Factory, c'est un petit peu opaque, dans le sens où on ne sait jamais vraiment quand on active une option. Par exemple, si on rajoute depth only, use with position only, on ne sait pas trop à quoi s'attendre sur qu'est-ce que le moteur va essayer d'appeler. Du coup, parce qu'on injecte quelque chose, il va essayer d'appeler différentes fonctions qui vont lui permettre de ressortir l'information qu'il a besoin. Il n'y a pas, à ma connaissance, de bon moyen de savoir ce qu'il va appeler. Le bon moyen, c'est de tenter de recompiler jusqu'à ce que ça passe. Voir les fonctions. Ah, il faut celle-ci. Bon, on va ajouter celle-ci. Ah, il faut celle-là aussi. Bon, j'ajoute celle-là. Tester. Il n'y a pas de bon moyen. J'en discute avec plusieurs personnes. À chaque fois, c'est la réponse. On teste jusqu'à ce que ça casse plus. Et avec ça, on arrive à notre conclusion. Alors du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment faire du rendu personnalisé dans Unreal, comment injecter des nouveaux éléments dans un pipeline existant avec notre pass de post-process pour faire des shaders de contours. On a vu aussi comment on pouvait générer des textures dynamiquement en utilisant des pipelines à base de passes multiples avec notre shader de CRT.
On a vu aussi du coup comment on pouvait importer ça depuis une IP existante ou depuis des shaders qu'on a déjà écrits. Et on a vu aussi comment générer et dessiner de la géométrie dynamiquement en générant les vertex à la main, par exemple sur le CPU, en les injectant sur le GPU. Mais par contre, je vais réinsister, il y a un équilibre à trouver. C'est pas aussi trivial et aussi ouvert que ça. On a un coût, forcément une certaine barrière à l'entrée, mais aussi une accessibilité moins évidente après pour des artistes ou pour d'autres personnes dans votre production pour travailler ce que vous avez fait. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver. Mais pour moi, ce qui est vraiment le plus excitant, c'est que ça va être de nouvelles opportunités pour vos productions et pour nos productions en général. Parce que on va pouvoir reprendre le moteur plus comme une boîte noire dans laquelle on va mettre nos assets. On va tweaker rapidement nos matériaux, mettre 2-3 lumières et toucher un peu les post-process et l'envoyer. On va pouvoir vraiment reprendre le moteur comme un outil. On va pouvoir l'utiliser pour le mettre à profit de notre vision et des visuels un peu fous que nos directeurs artistiques ont décidé de créer, et on les en remercie pour ça. Du coup, comme je vous ai dit, ici, vous avez un QR code vers le repo GitHub qui contient l'intégralité des sources de cette démo. Et en dessous, si vous ne me faites pas confiance, il y a aussi le lien si vous voulez le taper vous-même. Merci. Et juste pour ceux qui regardent le replay avant qu'on commence, hop, slide de référence. Un, deux. Merci pour la conférence, c'était super. J'ai sûrement compris que 20%, mais c'est déjà cool. J'avais une question du coup pour des néophytes un peu du rendu dans le moteur. Comment on peut aborder l'apprentissage de tout ça Enfin, par où commencer sans être overwhelmed en fait par le nombre de choses qu'il faut savoir et aborder avant que ça fonctionne, quoi. Alors je vais reprendre. Alors du coup la question c'était, si j'ai bien compris un peu, ouais, comment démarrer dans tout ça, comment débuter, comment approcher un peu le monstre. Alors la première chose, si tu as compris que 20%, bravo. Le but c'était pas de tout comprendre. Le but c'était, si demain tu as un besoin dans ta production et tu te dis bah là maintenant je suis bloqué, par où je commence? Tout ce que j'ai montré là, c'est plein de pointeurs. C'est pour ça que c'était pas forcément in-depth partout. C'est plein de pointeurs pour après s'y référer et savoir dans quelle direction regarder, un peu pré-mâcher cette étape-là du travail. Maintenant, par où commencer? Ça dépend quel est ton objectif. Est-ce que c'est répondre aux besoins d'une production ou est-ce que c'est le graphics programming qui t'intéresse et c'est quelque chose le que graphisme, plus le graphique programming, ouais. Moi, j'aurais toujours tendance à commencer hors moteur, approcher OpenGL, approcher Vulkan ou DirectX directement. C'est ce qui va te permettre de comprendre comment les vertex passent à travers le pipeline, comment toutes tes ressources passent à travers le pipeline. Ça serait ma recommandation. Après, pour Unreal, c'est les petits challenges. C'est je vais faire un shader de contour. Voilà, je commence, je tape là-dedans, je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de générer un peu un cube qui bouge, sans utiliser forcément ce qui est déjà là. Des petits challenges comme ça et voir où est-ce que tu peux pousser. Et tu vas voir naturellement, ça va bloquer à certains endroits. Et c'est quand tu vas pousser, si tu ne comprends pas, par exemple, qu'est-ce qu'un SRV ou qu'est-ce qu'un UAV, par exemple, je dis pas. Mais du coup, tu vas aller regarder la docs DirectX pour comprendre ce que c'est. Et tout naturellement, ça va prendre. Ok, merci beaucoup. Après, n'hésite pas à me contacter. Avant, dans mes slides, j'avais une table qui disait allez sur Twitter, interagissez avec la communauté. Je ne sais pas où est la communauté. Moi, j'ai un blog. Voilà. Elle est un peu éclatée maintenant. Bonjour, merci pour la présentation, c'était super. Avec l'arrivée d'Unreal 5, on a perdu la tessellation sur Unreal, tout simplement, parce que Nanite a pris le dessus. Et du coup, Et c'est une bonne chose ou pas?
Moi, je dis que c'est une bonne chose, mais bon. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que donc, la possibilité d'ajouter des passes de rendu nous permet de faire de la tessellation quand même? Parce qu'il y a des usages qui peuvent être utiles. Oui, oui, oui. Ouais, alors tu peux réinjecter des passes custom. En fait, tu peux vraiment réécrire tous les shaders. Tu vas avoir aussi l'accès aux géométries shaders. Voilà. Si tu as envie ou ne pas le faire, Ouais. tu peux ne pas le faire aussi. Mais Ok. oui, oui, tu peux interagir directement avec. Ok, super. Et j'ai une deuxième question du coup. On ne peut pas du tout remplacer le pipeline existant, si j'ai bien compris. On ne peut pas dire, par exemple. Enfin, du coup, ma question, ça va être est-ce qu'on peut remplacer, par exemple, les passes d'ombre pour dire je veux faire mon truc custom à moi? Et potentiellement, c'est un travail énorme, mais à quel point c'est quelque chose de possible ou d'envisageable sans modifier le moteur directement? Je pense que c'est là où tu vas rencontrer des problèmes. C'est que toutes ces passes-là, elles sont quand même très intégrées et il y a une certaine attente à ce qu'elles soient là. C'était pas mon objectif quand j'ai préparé ça ou même quand je travaille dessus. Euh, je pense que tu vas pas pouvoir les désactiver assez et t'injecter assez dans le pipeline comme ça sans aller les toucher directement. Après, si tu en viens à faire ce changement-là, tu peux effectivement aller forquer et retoucher le rendu directement. Ok, merci. D'autres questions? Oui. On va commencer là. Merci pour la conférence. Dans le cadre d'une production qui a déjà mis en place la plupart des outils de rendu personnalisé, mais dans des matériographes principalement, sans avoir créé des passes de rendu personnalisé, à quel point est-ce que la compilation des matériographes est déjà assez optimisée, ou est-ce qu'il y a un vrai gain d'aller définir manuellement, comme tu le disais, la temporalité des textures? Est-ce que le matériographe est assez intelligent pour le comprendre, ou est-ce qu'il y a un gain à faire l'effort d'aller réécrire une partie des passes de rendu en code? Je vais jouer mon joker. Profil. Euh, ça va dépendre. Je suis pas sûr qu'il y aura un gros gain. Du coup, profil. Ok, merci. Bonjour. Alors déjà, merci. J'ai enfin compris le graphe des passes de rendu qui était toujours très abstrait pour moi. Et du coup, comme tu expliques bien les choses, moi, un truc qui est un peu mystérieux pour moi, c'est les render context. J'ai l'impression que c'est un peu fourre-tout et j'ai du mal conceptuellement à comprendre vraiment pourquoi il est là, je comprends, mais ça reste flou pour moi. Donc si je peux m'expliquer en mots simples, peut-être je comprendrai mieux. Il faudrait que je me replonge exactement dedans. On peut en discuter après. Je vais pas. Faut que je me replonge dedans. Moi, j'ai une petite question juste pour profiter de ton expérience au travers des studios, etc. On a quand même des stacks techniques qui sont de plus en plus compliqués. Sur Unreal, on peut parler de Nanite, on peut parler de PCG, etc. Moi, j'ai un peu l'impression que ça devient du coup difficile pour des débutants de vraiment s'intégrer, etc. Et je sais pas si si tu as des insights, si tu as un peu un avis de est-ce que aujourd'hui, là, par exemple, quand tu proposes un, du mesh procédural, etc. Si on a un jeu qui, de l'autre côté, utilise 80% Nanite, bah, du coup, notre truc de mesh procédural ne va pas utiliser Nanite, va pas, etc. Donc aujourd'hui, c'est quoi un peu la stratégie pour avoir un développement personnalisé de ces pipelines de rendu, mais qui deviennent tellement complexes avec ces nouvelles techno? C'est une bonne question. Alors, tu peux t'intégrer avec Nanite. C'est compliqué. Et ça va prendre du temps, forcément, parce que du coup, tu as plein d'autres infos à rajouter et à traiter. Je précise, si je reformule un peu, tu vois, j'essaye de profiter de ton expérience. Là, on a par exemple, avec RenderGraph, etc., on a simplifié la façon dont le RenderGraph vient, mais d'un autre côté, on l'a complexifié en ajoutant des nouvelles technos. Est-ce que tu penses que, par exemple, ces technos comme Nanite, etc., dans les prochaines années, on va avoir un truc qui va être simplifié avec un Nanite Builder, tu vois, ou des trucs comme ça, ou est-ce que c'est pas la direction que ça prend? Non, pour moi, c'est pas la direction que ça prend. On voit typiquement rien que tu ouvres une capture d'un jeu
Tu prends RenderDoc, tu ouvres une capture d'un jeu d'il y a 15 ans et tu en prends une d'aujourd'hui. C'est pas la même bête. Hein. Quand tu ouvres maintenant les captures RenderDoc d'Unreal, tu vas voir que tu as des passes dans tous les sens qui préparent des trucs en indirect pour d'autres passes. Les pipelines vont devenir de plus en plus compliqués. Mais après, pour moi, c'est un peu ce que je disais à la fin, c'est trouver les opportunités, utiliser le moteur comme un outil. Nanite, ça a ses avantages, ça a ses défauts. Il faut savoir à quel moment, soit ça sert, soit ça ne sert pas. Si ça ne sert pas, quels sont les autres besoins qu'on peut créer et l'utiliser différemment. Après, on peut aussi discuter plus spécifique si tu as d'autres choses en tête, mais pour moi, ça ne va pas devenir de plus en plus simple. Hein. Ça, c'est malheureusement. Merci.